En fait, pour moi, la métamorphose animale, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est-à-dire que, ça j'en parle aussi dans mon dernier roman, Les loups chantants. Pour moi, l'animalité, c'est aussi quelque chose qu'on a en nous, quelque chose de primitif, mais quelque chose de très positif. C'est la vitalité, c'est cette sauvagerie, mais positive en fait, celle qui aussi nous fait avancer, nous permet de sauter par-dessus des obstacles. Voilà. Donc en fait, dans Le Roi des Fauves, bon, c'est mon point de vue. Après, si je me transformais en animal, peut-être que je serais pas si heureuse que ça, je sais pas. Mais là, ils sont condamnés à se transformer en animaux, mais pas seulement une métamorphose physique. C'est-à-dire qu'il va y avoir surtout cette déperdition psychologique où ils vont sombrer dans une espèce de rage inextinguible, cette espèce de soif de sang et de carnage. Qui rejoint donc le berserk dont on a parlé tout à l'heure. Donc non seulement ils ont les poils qui apparaissent de la fourrure, des ongles pour les onguler ou des griffes, enfin, vraiment cette chose qui ça avance lentement, hein. Ça se passe sur plusieurs jours, donc ils ont aussi le temps de voir leur état changer, se dégrader, et surtout ils sentent leur esprit vaciller, et ces trois personnages donc, qui sont amis, ils se disent mais comment on va finir quoi. On va s'entre-dévorer, on va s'entre-déchirer, il faut absolument qu'on arrive à lutter contre ça. Donc ils vont chacun en fait investir cette malédiction à leur manière et lutter avec leurs propres armes en fonction de leur personnalité. En fonction de leur personnalité aussi, il y a cet animal qui émerge en eux. Et donc effectivement c'est une métamorphose physique, mais c'est aussi beaucoup un changement psychologique, une trajectoire. C'est une forme de lycanthropie, ouais, tout à fait. Au départ, j'étais beaucoup partie sur cette idée pour le roman. Après, la métamorphose, elle est définitive, c'est aussi ça. C'est-à-dire que la lycanthropie, on retourne à l'humain quand la lune décroît. Là, eux, pas du tout. Hein. Ils vont se métamorphoser, ils vont rester comme ça, et surtout, ils vont devenir fous furieux. Et avec trois personnages qui doivent affronter ça, chacun à leur manière et en fonction de leur caractère. Et c'est aussi ce qu'on va découvrir, puisque quand on les rencontre, on a trois amis très unis. On a même presque l'impression d'un ménage à trois, c'est assez particulier. Un triangle. Et puis au fur et à mesure, il y a ça aussi, c'est que ça va les séparer. Ouais, ils veulent lutter pour rester ensemble, ils restent ensemble, ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour garder leur amitié, mais forcément, avec les épreuves qu'ils traversent, ça va saigner. C'est un peu comme la métamorphose, les gars. Le film L'homme qui rétrécit. Ouais, c'est un peu un thème kafkaïen, effectivement, avec la métamorphose en cafard dans le roman de Kafka. C'est effectivement des métamorphoses qui sont atroces. Là, pour le coup, pas du tout positives et pas du tout vitales. Ou le axolote aussi. Le mec, à force de voir l'axolote, il le devient, et puis l'axolote. C'est vrai. Ouais. Très bien. Sur peut-être un peu plus l'illustration maintenant. On parle de créatures, alors qui pour le coup sont des archétypes. Quand on est illustrateur et qu'on doit, pour une couverture par exemple, illustrer un troll, un elfe, un berserker, est-ce qu'on s'appuie justement sur les archétypes tels qu'on les connaît? Est-ce qu'on essaye un peu d'en sortir? Au contraire, est-ce qu'il faut que le lecteur, par exemple, qui passe devant la couverture, sache d'emblée à quelle créature il a affaire? En fait, je partirais sur la base que l'illustrateur déjà est très différent du peintre. Le peintre, on va dire, je vulgarise un peu le trait, mais il fait ce qu'il veut. Le métier d'illustrateur, c'est répondre à des contraintes. Donc en l'occurrence, oui, on utilise les codes et on essaye de les transformer au mieux. Alors je pense que à l'heure actuelle, on évolue, une belle évolution par rapport aux premières illustrations par exemple d'elfes ou de trolls, ce genre de choses. Quand on pense par exemple à Peter Jackson quand il a adapté Le Seigneur des Anneaux, il a aussi adapté des images, mais en reprenant des codes, les elfes et leurs oreilles pointues et ainsi de suite.
d'un autre côté, on est obligé de respecter ces codes parce que c'est par là qu'on lit l'image. Et c'est le challenge et c'est ça qui est vachement bien. Par exemple, retranscrire un berserker. Si on pense, j'ai pas du tout vu la couve, du coup j'ai le livre de dos. J'aurais tendance à mettre des traits animaux ou peut-être passer par ce qui est à l'intérieur des personnages. Et quand on pense à l'âme d'un personnage, on va passer par ses yeux, donc la colère, je sais pas, peut-être d'autres clichés aussi, une étincelle électrique ou quelque chose, un foyer au fond des yeux, en tout cas qui retranscrit une émotion, puisque là je pense que c'est ce qui est primordial si on parle de ton livre. C'est vrai que là on est vraiment, quand on est illustrateur, on est au service du livre. Ah, complètement. On est complètement au service du livre parce que on doit signifier ce qu'il y a dedans sans trop en dire. Et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut aussi raconter une autre histoire par une simple image. Pour moi, en tout cas, l'illustration, c'est pas simplement faire un dessin, c'est aussi raconter une histoire dans l'image. Et si on arrive à faire le pont entre la couverture et le roman, je pense que c'est tout gagné parce que ça enrichit, l'un l'autre s'enrichissent et c'est tout bon pour le lecteur.